Lancer l'enregistrement maintenant pour donner la parole à Nathalie Sarrazin, que je remercie d'avoir accepté qu'on enregistre sa présentation pour pouvoir la mettre à disposition sur le site par après. Nathalie, je vous donne la parole. C'est à moi. Voilà, merci beaucoup. Je suis en train d'avoir un petit souci déjà depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est lié à Zoom ou à mon partage. Là, vous voyez Ok. ma présentation? Oui, moi je la vois. Parce que moi, du coup, j'ai plus accès à mon PowerPoint, ce qui n'est pas grave en soi, mais par contre, il faut que je puisse… vous voyez quoi là? En fait, vous voyez mon deuxième écran? On voit l'interface de PowerPoint. Ici, Ouais, on c'est voit, ça, ça joue pas. la Alors, dia en projection. voilà. Alors, je vais sortir. Ça a très bien marché, évidemment, pendant le test et ça ne fonctionne plus Ouais. maintenant, mais c'est pas grave. Donc là, j'ai arrêté l'enregistrement. Je vais revenir. Je ne sais pas si c'est PowerPoint qui me joue des tours ou quoi, mais je vais partager mon premier écran. Et en principe, ça ira très bien. Voilà. Donc, effectivement, vous avez vu que même à distance, Sébastien est capable de me piquer un petit bout de mon temps, hein. Cette fois, vous voyez vous voyez mon PowerPoint, c'est correct? On voit le PowerPoint dans le format d'édition. Ah, voilà. Là, on voit tout Ouais. l'écran avec le… On va pas y arriver alors. Je refais une dernière tentative et puis sinon, Oui, tant pis, vous verrez le mode d'édition parce que vraiment, oui, ça a changé au moment où vous avez, où on a changé le partage. peut-être, oui. Donc, je sais Et on pas de a quoi été ça vient. sorti de la salle, puis on a été réintégré, donc c'était… Ouais, voilà, c'est un peu particulier, mais c'est pas grave, on va y arriver. Je suis juste désolée de vous faire patienter une seconde. Donc là, je repartage mon On deuxième prend ça écran. avec patience, hein, tout le Voilà, monde doit et s'en… bienveillance pour ceux qui passeront plus tard. C'est Bien ça sûr. qu'il faut se dire. Est-ce que là, vous voyez ma présentation cette fois? Moi, je la vois bien, oui. Voilà, en grand, et vous ne voyez plus mon écran. Tout à Et si je fait, passe oui. au contexte, on est bon. C'est parfait, ça Voilà, marche. je suis désolée pour ce retard. Donc, moi, je reviens sur le contexte qui nous concerne, en fait, par rapport à ce que vous a expliqué Étienne tout à l'heure. C'est clair qu'en Suisse, on a l'art de faire les choses très simples. Donc, effectivement, nous appartenons à la HESSO qui regroupe 5 cantons, donc 21 000 étudiants. On est organisé ensuite pour la HESSO Valais, que vous voyez au fond ici en bleu foncé. Et là, c'est les 5 CPP qui vous ont présenté et c'est ce symposium qui nous réunit les 5. Et pour ma part, je vais vous parler de la HEG, c'est-à-dire la Haute École de Gestion, qui est l'une de ces 5 hautes écoles. Donc, le propos qui me concerne, c'est la partie de l'évaluation. Alors, je pense que vous avez toujours tous eu la joie et le bonheur d'improviser des règlements pour ces évaluations du printemps 2020. Donc, nous sommes partis d'un constat 2019 où l'évaluation à distance était interdite. Mais qu'est-ce qu'il faut dire? On met un petit bémol sur ce propos parce que ce qu'on avait le droit de faire, c'était des évaluations en ligne, mais en présentiel. Alors, ça peut paraître un peu surprenant, mais ça veut dire qu'on est équipé de Moodle avec des systèmes de dépôt de devoirs, avec des systèmes de quiz, etc. On avait le droit de les utiliser pour certifier. Par contre, dans le cas de notre haute école, ce n'était pas permis que l'étudiant ne soit pas là. Accessoirement, que le prof ne soit pas là non plus. Donc arrive la crise sanitaire qui a eu comme conséquence légale finalement, parce que c'est le Conseil fédéral qui pour une fois nous a changé les règles du jeu, un passage à la distance évidemment, mais on a quand même eu l'autorisation qui a été accordée à partir du 8 juin de faire des examens en présentiel. Et la question c'était de dire, ben voilà, en 2019 on n'avait pas le droit, qu'est-ce qu'on va faire maintenant, sachant que légalement on pouvait le faire, alors avec des règles assez strictes hein, quand même, on ne pouvait pas mettre plus que tant d'étudiants par salle, etc. Mais enfin c'était possible de revenir pour l'évaluation, ce qui était quand même un gros soulagement pour nos écoles. Donc, partant de là, on a interrogé des experts, on a regardé un petit peu ce qui se passait et on s'est dit, est-ce que vraiment on est légitime d'évaluer de manière certificative à ce moment-là? Alors, vous allez voir qu'on va mettre quelques bémols à cette évaluation certificative, parce que c'est vrai qu'au printemps 2020, c'est peut-être la session d'examen où ça a été le plus agréable, je dirais, pour les étudiants d'être en échec, puisque l'échec n'était pas comptabilisé. Donc, la méthode qu'on a essayé de mettre en place, d'abord, on s'est posé la question quelles étaient nos contraintes. Alors, la première contrainte, évidemment, le contexte était changeant. Donc, ce qu'il faut imaginer, et peut-être que les Belges nous comprennent bien, c'est qu'on avait des contraintes qui venaient de la Confédération, donc au niveau suisse. On avait des contraintes qui venaient au niveau régional, donc plusieurs cantons. Puis ensuite, on avait nos contraintes cantonales pour ce qui était de la politique. Et là-dessus, vous ajoutez des contraintes par haute école, donc pour moi, la haute école de gestion, et des contraintes par filière, chacun voulant mettre un petit peu sa coloration en disant on ne peut quand même pas faire une évaluation aux soins infirmiers comme on le ferait en gestion, etc. Donc, on s'est retrouvé dans un contexte où chaque fois qu'on discutait, finalement, on avait des règles, mais formelles, qui changeaient.
On voulait que ce soit applicable simplement, et là, ça vient peut-être de mon parcours en marketing. Donc, le KISS, c'est Keep it simple, c'est extrêmement important. Si on voulait pouvoir communiquer ces règles et ces méthodes aux enseignants, tout comme d'ailleurs aux étudiants, il fallait qu'elles soient relativement simples, applicables sur le plus grand nombre de formats d'examen, parce qu'évidemment, notre but, c'était de laisser une liberté académique à nos collègues enseignants. Avec les outils existants chez nous, c'était clair, on ne devait pas sortir de Teams, Moodle et, je dirais, la suite Office, en gros. Cette évaluation, elle devait rester équitable pour les étudiants, ben ça j'espère bien, et je suis prête à faire la danse avec mon collègue Sébastien. C'est vrai qu'enseignants, étudiants, on est dans le même jeu vraiment. Elle devait être certifiable par l'institution, même si on a ce petit bémol où cette année, et c'est pas cette année, c'est vraiment que au printemps 2020, donc automne 2020, ce ne sera pas le cas. Au printemps, l'échec n'était pas comptabilisé. Donc, un étudiant qui se retrouve un échec sur un module ou sur une année complète, ben finalement, alors, il devait refaire évidemment tout le cursus, mais par contre, ça ne lui comptait pas comme échec, donc il avait toujours ses 2 tentatives. Elle devait résister aux attaques. Alors ça, c'est aussi peut-être un élément qui va ressortir tout à l'heure d'ailleurs. Les attaques, ça signifie que on n'a jamais parlé autant de triche que pendant qu'on préparait ces examens. Et finalement, moi, j'étais un peu surprise parce que je me disais, mais est-ce qu'on a autant de tricheurs que ça dans nos classes? Enfin, évidemment que je sais qu'il y en a, mais évidemment que je pense à la triche quand je crée mes évaluations et je pense que mes collègues aussi. Donc, finalement, est-ce que c'est important? Je ne suis pas sûre. On en parlera peut-être lors d'un débat. Et puis, elle avait une contrainte qui n'existait pas, c'est qu'elle ne devait pas être pérenne dans le temps, vu que nous, on était très positifs en Suisse. On se disait, ces examens-là vont être comme ça. Après, voilà, la deuxième vague sera moins grande. Enfin, voilà, on est parti sur plein de postulats qui, évidemment, se sont avérés faux, mais enfin, qui, au moment où on les a posés, disaient, on n'a pas besoin d'avoir quelque chose qui soit juste pour le restant de nos jours. Et comme l'a dit Sébastien, on peut adapter maintenant encore nos formats. Donc, je me suis basée sur une méthode, je vous mettrai si ça vous intéresse. C'est toujours intéressant de faire comme l'a fait Hervé, une méthode en fait qui n'a pas du tout été prévue pour l'enseignement, mais qui nous dit si vous voulez faire de la gestion de la connaissance et du transfert rapide de connaissances vers des néophytes, il faut mettre en place quelques étapes, entre autres de poser des fondements théoriques, de partager l'expérience, etc. Et finalement, c'est ce qu'on a essayé de faire pour définir les nouvelles règles. Alors, les nouvelles règles, c'était quoi? Donc, on a toujours cette pyramide, donc niveau HESSO. Alors, la nouvelle règle arrive, on a attendu, vous imaginez même pas, comme le Messie, que ces règles arrivent. On ne savait plus quoi faire tant qu'on ne les avait pas. Et puis, finalement, la règle, elle est assez basique. Enfin, si vous la lisez ici, c'était simplement de faire qu'il fallait assurer la qualité du diplôme par une évaluation. Voilà, en mettant 2 réglementations nouvelles, c'est qu'on pouvait modifier les dates et les modalités. Et ça a l'air de rien, mais c'est quand même assez fondamental. Ça veut dire qu'il y a quand même le contrat pédagogique qui est cassé entre l'étudiant et l'enseignant, vu qu'on va modifier les bases de l'évaluation qui ont été communiquées en septembre, en l'occurrence 2019. Donc, l'échec, je l'ai déjà dit, ne sera pas comptabilisé. Donc, deuxième pas, on a des règles sanitaires qui soudain viennent nous perturber notre évaluation parce qu'on n'a pas le droit de faire n'importe quoi dans nos bâtiments. Donc là, on s'est rendu compte aussi qu'on n'aurait pas la place pour tout le monde. Ça, c'était clair. Tous nos étudiants ne pouvaient pas faire les examens en présentiel durant la semaine d'examen, ou les semaines d'examen, il y en avait plusieurs. Donc, il fallait trouver une solution. On en a vu 2 au niveau de la philosophie de l'examen. C'était ceux qui étaient plutôt pour le proctoring et ceux qui étaient plutôt pour la bienveillance. Donc, c'était un peu des conflits. Je dirais que les gens qui viennent de la technique, moi j'ai des filières informatiques, techniques, etc., aimaient bien le proctoring pour le côté surveillance complète, intelligence artificielle, eye tracking, etc. Et puis, les CPP, donc les conseillers pédagogiques de proximité, on a essayé de montrer la voie en invitant des experts comme Pascal Detreau de l'ADME, qui nous ont plutôt parlé de bienveillance et de pourquoi est-ce qu'on évalue, qu'est-ce qu'on veut évaluer et quelle est la finalité de cette évaluation. Je veux dire, je pense qu'on peut en parler longtemps et on peut en débattre, mais là, ce qui nous a interpellés, c'est vraiment ce souci de la triche qui est toujours revenu. Donc, l'étape de la réflexion, donc d'abord, on met en action les enseignants. Donc, on a mis en avant les enseignants, leur disant, voilà, il faut repenser vos descriptifs de modules, vos objectifs. On a perdu quand même une semaine de cours. Donc, il faut revoir qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, revoyez la méthode dont vous allez enseigner. On a prié et communiqué tout ce qu'on a pu. Vous avez vu tout ce qu'on a fait pour que les enseignants changent un peu leur modalité comment est-ce qu'on dit, de distance de cours, en fait, qui ne nous fassent pas une conférence face à Zoom, il n'y a rien de pire, hein, qui réduisent, qui fassent de l'hybridation. Bref, on a essayé plein de choses pour les motiver à faire différemment. Et puis, finalement, c'était au prof de communiquer à son RF son souhait par rapport à cette nouvelle forme d'examen.
De leur côté, les responsables filières, les RF, comme je viens de le dire, il y a eu 3 variantes différentes. Ceux qui ont simplement envoyé un questionnaire fermé, voilà, vous avez 3 modalités possibles qu'on va voir juste maintenant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a ceux qui ont envoyé le formulaire puis qui ont appelé tous les professeurs. Et là, je pense que, indépendamment de l'évaluation au niveau social, c'était extrêmement important. Et puis, il y en a un qui a fait tout l'inverse. En fait, il a, lui, défini qu'est-ce qu'il voulait comme évaluation et il a demandé au professeur qui n'était pas satisfait de le corriger. Alors, on peut discuter encore là sur ces différentes variantes, mais enfin, voilà, ça veut dire qu'au niveau de l'institution, il y a eu des approches vraiment très différentes, mais on a réussi à trouver 3 formats qui ont été validés. C'était cette évaluation avant la semaine officielle d'examen, parce qu'on avait ce problème, je vous rappelle qu'il n'y avait pas assez de place pour tout le monde, donc soit en présentiel, mais on s'est dit tout ce qui est avant, s'il vous plaît, essayez de le faire online, soit pendant la semaine d'examen, mais à distance. Donc, en gros, ça voulait dire on veut faire du synchrone, de l'examen synchrone, tout le monde en même temps, mais on va le faire online. Et puis, pendant la semaine d'examen en présentiel, évidemment que c'était le choix que nous avons essayé de dire, voilà, si vous pouvez l'éviter, parce qu'il y avait tellement de contraintes logistiques que c'était compliqué. Donc, on a mis en œuvre tout ça et voilà ce à quoi on est arrivé finalement. Et ça, c'est peut-être le schéma qui représente bien la complexité de toute cette période. C'est qu'on a le prof et en l'occurrence le conseil pédagogique qui se posait des questions sur qu'est-ce que j'évalue, pourquoi j'évalue, etc. Face à nous, on avait des gens qui disaient on s'en fout un peu de ça, mais on veut savoir comment on va le faire. Donc, on a beaucoup travaillé sur la technique. On est appuyé par tout ce qui est Moodle et en l'occurrence, le CL, c'est notre Cyberlearn, c'est notre Moodle, il a un nom particulier, donc c'était aussi du soutien pour nous. Et puis Teams avec le soutien du service informatique qui était là aussi. Et le DS, c'est de dire, voilà, on avait la possibilité de faire du distance synchrone comme type d'examen. Le DA, c'est du distance asynchrone. Là, le prof n'intervenait plus durant l'examen. Ou en haut, c'est le présence online où vous donnez un cours, mais il ne se passe rien d'autre parce que c'est quelque part sans les outils de vidéoconférence, suivant ce que vous allez faire. Et puis, au milieu de tout ça, il y a votre évaluation et puis vous pouvez choisir un petit peu comment vous allez la colorer. Donc, ce qui était important, c'était de prendre dans notre équipe les enseignants. Donc, il a fallu communiquer avec eux, leur donner des supports, etc., comme vous l'avez vu. Donc, on a déjà eu les nouvelles dispositions réglementaires qui ont été transmises, évidemment. On a fait des gros documents, en l'occurrence PowerPoint, qui permettaient de configurer l'examen. On a dû passer par là, par la technique, parce que finalement, leur dire qu'est-ce qu'on veut, mais sans leur dire comment le faire, on savait que ça irait pas. Il y a eu ces eWorld Café qui ont été organisés, et cette fois, ils étaient sur des jours différents de manière à ce qu'un même enseignant puisse tous les suivre s'il avait différents types d'examens. Mais on a regroupé les personnes qui allaient se diriger vers les mêmes types d'examens. Et effectivement, je rejoins le propos qui disait c'est bien la première fois qu'on nous disait merci pour notre action. Donc, je pense qu'il était temps d'oser. On a osé, puis voilà quelques résultats. Donc, on n'a pas pu tout traiter encore par filière et par type, mais on sait que ce qui a été choisi, c'est quand même les examens écrits à 56%, avec les projets qui ont été rendus souvent en amont. Je crois que tous les projets, d'ailleurs, ont été rendus juste avant la session d'examen, avec 22%. On a eu 22% d'oraux. On a eu, pendant la session d'examen, quand même 67% des examens qui se sont déroulés. Et puis, avant la session, ça faisait 30%. Donc, les 22% de projets plus quelques examens qui ont eu lieu avant. Après la session, ça c'est assez surprenant, mais c'est qu'on a des cours blocs qui sont organisés pour les étudiants en emploi. Et eux ont eu lieu après la session d'examen, c'est-à-dire à partir de la mi-juillet. Et en fait, ces cours blocs ont été organisés toujours à distance, malgré l'autorisation qu'on avait de pouvoir le faire en présentiel et le fait que tout le bâtiment était vide. Mais c'est vrai que les étudiants en emploi travaillaient dans l'économie, l'administration, des secteurs très touchés aussi par la pandémie. Et on s'est dit que si les entreprises prenaient des mesures sanitaires pour éviter que les collaborateurs soient contaminés, ce n'était pas à nous, école, de diffuser le virus, si j'ose dire ça comme ça. Dernier slide sur les résultats. Le format d'examen, donc à distance, on a eu 73%, ce qui me permet de répondre. J'entends, mais je ne vois pas, les participants. Donc, j'imagine que j'arrive au bout, mais c'est le bout. L'évaluation au printemps 2020, 0% à distance en 2019, on a passé à 73%. Alors, moi, je crois que c'était encore pas assez finalement, vu qu'on était dans une bonne tendance, mais 73% d'examens, d'évaluation qui ont eu lieu à distance sur la session de printemps, voilà, c'est une grosse réussite. Et en conclusion, je dis, et maintenant, maintenant, on est, oui, alors vous l'avez compris dans la deuxième vague, mais les contrôles continus sont maintenus. On devra faire non seulement un examen, mais un contrôle continu par semestre et par branche. Les évaluations seront comptabilisées. L'urgence n'en est plus vraiment une parce qu'on a le temps de réfléchir, mais on n'a toujours pas de vraiment bonne solution à proposer. Voilà, donc tous les profs sont au taquet maintenant pour savoir comment ça va se passer. Merci.
Merci beaucoup, Nathalie. Bravo. Vous avez tout à fait bien géré le temps, donc c'était parfait. Je coupe ici.